tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseillaise est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, Damien, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir et à toutes auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous avez passé une agréable heure en la compagnie de Yann juste avant pour Chrysanthème. Il est temps de parler sport, il est temps de parler sueur, de parler effort avec le Campus Sport Club. Le Campus Sport Club qui avance à toute vitesse dans cette saison 3, déjà 22e soirée, si je puis dire, standard, puisque ce soir émission avec les petites chroniques dans l'ordre comme on aime bien faire, puisque vous pourrez aussi, si vous allez nous réécouter sur YouTube, Spotify et Deezer, constater qu'il y a aussi eu des hors-séries cette saison. Il y en aura peut-être d'autres d'ici là. Il faut juste que j'arrive à convaincre l'équipe, peut-être un quiz. Je sais que quelques-uns autour étaient très intéressés et il est quasiment prêt, messieurs. Donc on pourra peut-être prochainement le faire, peut-être en direct, peut-être pas. Et si on ne le fera pas en direct, on vous l'annoncera. Ça sera peut-être du contenu totalement privé, privé inédit, exclusif à nos plateformes. Et comme je ne suis jamais seul, je viens de les 4 micros du soir, soirée entre hommes, comme le disait juste avant pour rigoler Yann, avec dans l'ordre, je vais faire le tour tout simplement pour les présentations avec les chroniques du soir, puisque démarrera dans un instant Maxime au résultat. Comment tu vas, Maxime? Ça va très bien, on est parti pour une nouvelle émission dans le Campus Sport Club. Ouais, toi je sais que t'as passé un bon lundi soir. Comme toutes les semaines depuis un petit moment déjà, ouais. Oui. T'es presque un but là, t'es presque le dédain là, non? J'en parle dans mes résultats. Avec lui, hein. Ouais, on a l'habitude. Face à moi, qui fait sa première ce soir avec nous, donc on est très gentil avec lui s'il vous plaît. Étienne, comment tu vas, petit enfoiré? Ça va super, merci. T'as vu, c'est toujours amical ouais. et par ici. Et puis je me tourne à droite avec Mathis qui était là depuis déjà plusieurs semaines, qui est venu qui était toujours présent et toujours volontaire, donc je te remercie aussi. Comment tu vas ce soir? Avec plaisir, moi aussi j'ai passé un très bon lundi soir avec la victoire du SCO d'Angers, donc tout va bien. Et un bon vendredi soir aussi, c'est pour un micro moment nordiste, mais aux commentaires d'un match enfin gagné. Depuis novembre, le LMB qui retrouve la victoire à domicile, là, ça fait plaisir effectivement. Mathis, peut-être donc que vous ne savez pas, mais qui commente régulièrement les matchs de basket de la région, du LMB à Lille et du BCO, donc à Orchy. Et Lille qui n'avait pas gagné depuis longtemps, qui a enfin gagné grâce à tes 2 commentaires. Et Marius qui est à tes côtés, le petit dernier, pour les immanquables de ce soir, que je n'ai pas vu depuis un certain temps. Ouais, première de 2024, il me semble. Première de 2024. Ouais. On est le 5 mars, il était temps, je crois. Donc ouais. Ça fait plaisir de revenir. Super. Écoutez, bon, petit tour fini. On va pouvoir attaquer par le vif du sujet avec les résultats juste après ton petit jingle, Maxime, puisque ce soir, on revient évidemment sur la Ligue des Champions pour commencer. Vous êtes passé à côté de votre semaine niveau sport? Pas de panique. Les résultats sont là pour vous résumer l'actualité sportive des derniers jours. Et des résultats de ce soir, Ligue des Champions, et surtout un match mbappesque. Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, qui doit sa qualification, on peut le dire, à son attaquant fétiche. Ouais, on peut le dire. 2 matchs de Ligue des Champions ce soir, et donc on va commencer par le plus important pour nous, le Paris Saint-Germain qui se déplaçait à Anoeta pour affronter la Real Sociedad. Après sa victoire 2-0 à l'aller, les Parisiens sont imposés 2-1 grâce à un doublé d'un certain Kylian Mbappé. Débute à la 15e et à la 56e minute. En toute fin de match, Mikel Merino est venu réduire le score pour porter le score à 2-1. À la 89e minute, le PSG se qualifie donc avec un score cumulé de 4-1 sur les 2 matchs.
et verra les quarts de finale. C'est un soulagement pour les Parisiens. De l'autre côté, le Bayern s'était fait peur à l'aller. Eh bien, au final, ils ont bien réagi. Victoire 3-0 des Bavarois à l'Allianz Arena. Un doublé de Harry Kane et un but de Thomas Müller auront eu raison des Lazaristes. Qu'est-ce qu'on retient de cette soirée de Ligue des Champions, messieurs? Peut-être déjà rappeler que ces 2 victoires-là, bien que ce soit les équipes qui sur le papier étaient favorites, étaient pas forcément, on n'avait pas une image sereine de 2 clubs qui allaient gagner ce match retour. On parlait donc de Paris qui doit en grande partie Mbappé. Je ne sais pas si vous avez pu suivre. Laquelle des 2 rencontres avez-vous pu suivre ce soir? Par contre, pour Paris, on voit vraiment que c'est Mbappé et rien d'autre. Hein. Moi, je sais pas si on a toujours ce même sentiment, mais pour ce qui est des quarts de finale, s'il faut encore miser que sur Mbappé, c'est compliqué. Ouais, moi aussi j'ai suivi le PSG ce soir, donc justement j'ai pu assister à cette Mbappé dépendance entre guillemets. Après la performance collective est pas mauvaise non plus, ils ont su répondre présent. Justement, il y avait des doutes après le 0-0 compliqué à Monaco, à l'extérieur dans un stade qui pouvait être bouillant s'il y avait une ouverture du score rapide par exemple des joueurs de la Sociedad. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, même, ça a été l'inverse avec le but rapide d'Mbappé pour éteindre tous espoirs. Et puis derrière, faire le job, mettre le deuxième. Et puis derrière, verrouiller. Bon, certes, ils en prennent en fin de rencontre, mais sans incidence. Donc, le job est fait, je pense. Hein. Et certes, il y a eu beaucoup d'Mbappé, mais l'essentiel, c'est qu'ils se qualifient en quart de finale. Ouais, défensivement, en tout cas, ça a plutôt bien fonctionné aussi. A priori, Luis Enrique avait bien rectifié le tir là-dessus. Et puis de l'autre côté, Harry Kane aussi qui plante un doublé. Marius, toi, tu l'attendais, cette victoire 3-0 du Bayern à l'Allianz Arena, qui sont invincibles depuis, je crois, la stat était que depuis quand l'Allianz Arena a du public, leur dernière défaite remontait à 2019 contre Liverpool. Ils ont perdu contre Leverkusen, non? Non, en Ligue des Champions. Ah, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ouais. Et que sans public, sinon c'était la défaite sous la neige face au Paris Saint-Germain. Tu la voyais, toi, 3-0 Honnêtement, j'ai un peu plus regardé le PSG, mais quand au bout de la 30e minute, je voyais qu'il y avait du coup encore 0-0 et que Rome était encore qualifié, je me suis dit, est-ce qu'on va voir le Bayern dehors? Ce serait quand même fou. Puis après, j'ai regardé le PSG, je suis revenu, j'ai vu 3-0. Donc je me suis dit qu'en fait, pas du tout. Et c'est important aussi pour Kane parce que je sais que Tourelle avait été un peu méprisant à son égard et disait qu'il ne marquait pas dans les matchs importants. Et là, un doublé dans un match à élimination directe, ça va permettre de le mettre en confiance et pourquoi pas mettre le Bayern dans de bonnes conditions pour la suite de la compétition. Mais pour moi, ça reste quand même un peu fébrile. Ils se sont quand même fait peur à l'aller et ça peut quand même te porter préjudice face à des adversaires un peu plus costauds. Mmh. Et toi, Étienne, si admettons pour le tirage des quarts de finale, on a Paris contre le Bayern, tu vois quelle équipe la plus en forme ou la plus à même de se qualifier Je pense que c'est le PSG qui est quand même favori parce que en ce moment on voit la dynamique du Bayern, c'est compliqué en championnat. Ils sont arrivés dans ce match de Ligue des Champions avec beaucoup de doutes et je pense que Paris, on a vu ce soir qu'avec un bon Mbappé, Paris peut quand même aller chercher au moins les demi-finales de Ligue des Champions. Ouais, on va voir, ça va peut-être être aussi le gros feuilleton de toute façon de cette fin de saison, puisque Mbappé en Ligue 1 a priori sort une fois sur deux, donc on verra ça. Maxime, fin de la page Ligue des Champions. Ouais, on continue sur du foot et rapidement la semaine dernière vous étiez revenu sur le match de Lyon qui s'est imposé en Coupe de France contre Strasbourg au tir au but. On a eu 2 autres qualifiés cette semaine avec un club nordiste qui rejoint les demi-finales de Coupe de France, c'est Valenciennes. La Lanterne Rouge de Ligue 2 s'est imposée au tir au but face au FC Rouen, victoire 4-2 au tir au but des Valenciennois. Pour l'autre quart de finale, c'est Rennes qui s'est imposé. Les Bretons sont venus à bout du petit poussé de la compétition en s'imposant 3-1 contre le Puy-Fou dans un stade Geoffroy Guichard bien rempli. Les Rouges et Noirs se rendront chez le vainqueur du dernier quart de finale qui opposera le PSG à Nice mercredi prochain. La Ligue 1 désormais avec ce week-end la 24e journée du championnat. En ouverture, le PSG a été tenu en échec à Monaco vendredi soir dans un match où Donnarumma aura été excellent. Score final 0-0. Samedi, les Lillois sont allés s'imposer à Reims 0-1 grâce à un but de Jonathan David, tandis que l'OM continue sa bonne série et s'offre largement la Lanterne Rouge Clermont. À l'extérieur, victoire 5-1 des Marseillais. Dimanche, le TFC a plongé Nice un peu plus dans une mauvaise série en s'imposant 2-1 face aux Aiglons. Les Niçois enchaînent un 4e match sans victoire, tandis que Toulouse s'offre une 3e victoire consécutive en Ligue 1. Au stade Francis Leblay, Brest continue son incroyable saison et renforce sa 2e place en disposant non sans peine du Havre. Victoire 1-0 des Brestois sur un but de leur maître à jouer, je cite Pierre Lesmelou. Brest est second et compte 4 points d'avance sur le 3e Monaco. Rennes perd gros dans la course à l'Europe en s'inclinant face au
face aux voisins lorientais à domicile 2-1. Grâce au 6e but de Mohamed Bamba arrivé cet hiver de l'Autriche, les Merlus enchaînent une 4e victoire en 5 rencontres de Ligue 1 et sont désormais 13e. Enfin, Lyon a vu sa série de 6 victoires consécutives prendre fin en clôture de cette 24e journée, battu sèchement à domicile contre Lens dimanche soir, victoire 3-0 des Lensois grâce à des buts de Sotoka, de Wai et de Danso. Un résultat qui vous a surpris vous ce week-end ou qui pour vous est le plus marquant, peut-être en Ligue 1? Contre Nice, notamment. Franchement, des Toulousains costauds qui ont eu un peu de mal en début de saison, même pas beaucoup de mal, je dirais plutôt, qui sont pas passés loin de la zone de relégation. C'était après une belle saison l'année dernière, c'était plus compliqué. Et justement, ils arrivent au bon moment à retrouver ce ventre mou qui est plus serein pour eux. Puis aller s'imposer à Nice, qui est quand même une référence sur ce début de saison. Alors certes, ça va un peu moins bien, mais c'est une victoire pas loin d'être référence. Je pense en tout cas qui peut aussi permettre d'entrevoir la fin de saison plus sereinement. Ouais, justement, moi je voulais aussi revenir sur ce match dans le cadre du jeu des chaises musicales avec les places européennes. J'ai l'impression que des équipes qui sont installées depuis le début de saison dans ce quatuor-là, pour ce qui est notamment la Ligue des Champions, on le sait maintenant, il y a de plus en plus de places données. Nice est peut-être l'équipe la plus friable sur le papier, peut-être celle qui risque de dégringoler. Qui est même plus dans le top 4, d'ailleurs. Non, qui je veux dire, même pourrait sortir du cadre européen, peut-être. En tout cas, si Rennes et Marseille sont à l'affût et que Lens se maintient, a priori, peut-être que c'est Nice qui va payer les pots cassés. Allez, j'enchaîne rapidement avec un petit détour en Angleterre, où la course au titre bat son plein. Liverpool est toujours leader, après sa victoire 1-0 à Nottingham dans les derniers instants de la rencontre, sur une tête d'un certain Darwin Nunez. De son côté, Manchester est bleu. Une nouvelle fois, c'est City qui s'adjuge le derby. Mal embarqué après l'ouverture du score exceptionnel de Marcus Rashford, les hommes de Guardiola se sont réveillés en deuxième mi-temps et s'imposent finalement 3-1, grâce à un doublé de Phil Foden et un but de Erling Haaland en fin de match. Enfin, Arsenal s'est largement imposé hier soir face à Sheffield, lanterne rouge de PL. Victoire 6-0 des Gunners, qui reste 3e à 2 points du leader. On enchaîne avec du tennis et un Hugo Humbert qui est tout simplement sensationnel. Le Messin confirme son début de saison exceptionnel. Après son titre au tournoi ATP de Marseille début février, le Français de 25 ans est allé remporter le tournoi ATP 500 de Dubaï ce samedi. Deuxième victoire à cet échelon après son titre à Halle en 2021. Aux Émirats Arabes Unis, le Français a été exemplaire lors de son premier tour face à Gaël Monfils, qu'il avait battu la semaine passée à Doha. Il a ensuite enchaîné avec Andy Murray puis Hubert Hurkacz en quart lors de leur 3e confrontation depuis début 2024. En demi-finale, Hugo Humbert a créé l'exploit en s'imposant logiquement face à la tête de série numéro 1 du tournoi et tenant du titre, le 4e mondial Daniil Medvedev. Enfin, en finale, il a largement dominé le Kazakh Alexander Bublik en 2-7, 6-4, 6-3. Une 6e finale remportée sur le circuit. En 6 finales disputées, il devient le 3e joueur à remporter ses 6 premières finales sur le circuit depuis le début de l'Air Open après Gulbis et Klizan. Il pourrait devenir le seul joueur de l'histoire à réaliser le 7/7 en cas de victoire lors de sa prochaine finale. Mais surtout, le Français coaché notamment par Jérémy Chardy récupère la 14e place mondiale. En entrant dans le top 15, il devient le 15e Français à rentrer dans ce cercle. Le dernier en date était Lucas Pouille en 2018. Le Français est actuellement 5e à la race et sera au rendez-vous du prochain Master 1000 de l'année, cette semaine à Indian Wells. Alors messieurs, petite question pour vous autour de la table. Peut-on rêver de voir Hugo Humbert au Master 2024 en fin d'année? Les Masters, les Finals. Encore un peu tôt, je pense, pour donner un avis tranché. Ça fait que c'est depuis le début de l'année 2024, c'est ça, c'est sur l'année civile. Ouais, déjà peut-être rappeler, même pour ceux qui sont pas forcément suiveurs du tennis, que sont les finals de fin d'année. Les finals, en gros, c'est les 10 meilleurs joueurs à la race, donc les 10 meilleurs joueurs sur l'année, qui se retrouvent pour jouer un tournoi. Enfin, c'est même pas les 10, en fait, c'est les 8 meilleurs qui avec se retrouvent avec 2 backups, voilà, qui se retrouvent là je crois que cette année c'est aux Émirats Arabes Unis d'ailleurs ou quelque chose comme ça, qui se retrouvent pour s'affronter dans 2 poules. En fait, les 2 meilleurs de chaque poule sortent, demi-finale puis finale, et c'est un titre qui est très très important dans le tennis mondial actuellement, qui permet de récupérer des points ATP, donc on considère que c'est un majeur au même titre qu'un grand chelem, ça ne fait pas partie des 4 grands chelems. C'est 1500 points ATP, je crois, pour le premier. 2000, ah ouais. C'est 2000 comme un grand chelem, donc. Voilà, donc ça renforce encore plus les ambitions de chacun à ceux qui participent à ce tournoi. Mais oui, effectivement, on est tout début mars, peut-être que. Ça fait que 2 mois, mais bon, c'est quand même significatif d'être 5e sur cette race. Je pense que ça va faire longtemps qu'on n'a pas vu un Français aussi bien classé. Alors certes, c'est encore un peu tôt, mais moi je dirais que c'est encore un peu tôt pour être ambitieux et espérer le voir arriver jusqu'au Masters, mais à suivre. S'il arrive à continuer sur cette lancée, il va falloir gagner des gros tournois, aller loin aussi dans les grands chelems pour pouvoir espérer disputer ce tournoi. Maxime aussi, t'es très très hypé par le tennis français cette année, faut le souligner. T'as des grandes ambitions pour les JO notamment.
Bah ouais, si on continue comme ça, pourquoi pas aller chercher une médaille. Après, je sais que ça va être très compliqué, mais voilà, moi j'y crois en tout cas. Une médaille donc en simple ou Bon, en double, c'est très possible avec la paire Roger Vasselin Mahut qui fonctionne très bien en Coupe Davis. Mais après en simple, c'est très honnêtement sur une semaine, il y a bien un Français qui peut sortir son épingle du jeu et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas aller chercher quelque chose. Ouais. Très bien. Bon allez. Je continue avec la F1, premier week-end de Formule 1 ce week-end, ce samedi à Bahreïn, avec le premier Grand Prix de la saison. Grande surprise, c'est Max Verstappen qui s'impose pour cette première. Il devance de près de 20 secondes le deuxième, son équipier Sergio Pérez. Carlos Sainz complète le podium, Charles Leclerc termine 4e devant la Mercedes de George Russell. En rugby à 7, il n'aura fallu que 2 tournois à Antoine Dupont pour remporter un premier trophée avec l'équipe de France. Celui qui prépare les JO avec l'équipe de France à 7 était présent à Los Angeles ce week-end pour l'étape des 7 Series et a activement participé au parcours parfait de son équipe. En quart de finale, les Bleus ont largement battu les Américains sur le score large de 14-0 avant de venir à bout des Irlandais, tombeurs des énormes Argentins en quart. Victoire des Bleus dans un match spectaculaire où ils se sont fait peur mais s'imposent finalement 26-24, un résultat qui leur permet de rallier la finale où les attendent les Anglais, les Français bien supérieurs à leurs adversaires, s'imposent logiquement 21-0 et décrochent un premier titre sur le circuit depuis 2005. Alors messieurs, pareil, petite question, on y croit ce titre olympique à Paris en juillet pour cette équipe de rugby à 7? Mathis, argument trop tôt? Bah, on y croit, oui. Si on est un peu chauvin et qu'on a envie optimiste. Voilà. On est optimiste. C'est ça. On a envie d'y croire, en tout cas. De toute façon, Laura Flessel et Amélie Oudéa Castéra ont évoqué chacune un certain nombre de médailles. Pas dire beaucoup par rapport à d'habitude. Top 5, c'est ça. C'est top 5 et du coup, on brasserait à peu près une cinquantaine de médailles, tu vois. Et on en a fait que 33 au dernier. Et on en a 33 au dernier. Enfin, faudrait faire un gap significatif, tu vois. Après, il y avait des gens qui étaient pas là aussi au dernier JO. Enfin, en marchant, il peut ramener 4 ou 5 médailles tout seul. Donc, justement, voilà. on va essayer de s'appuyer sur une nouvelle génération, effectivement. Donc est-ce que le rugby à 7, en tout cas, l'avantage, c'est qu'on a aussi bien des chances masculines que féminines. C'est ça. Parce que c'est déjà les féminines sont très bien aussi. C'est déjà les féminines qui nous avaient ramené la médaille d'argent. Bronze, je crois, la dernière fois. Ouais, peut-être de bronze, oui. Bronze. Donc déjà, on est sur des standings où être dans les 3 meilleures nations mondiales, puisque c'est les meilleures nations mondiales qui se retrouvent aux Jeux Olympiques, je pense qu'on peut, en étant même semi-optimiste, mais on peut dire quand même qu'on est dedans, non? Ouais, carrément. Objectivement, on peut le dire. Et puis, bah, forcément, l'apport d'Antoine Dupont, on avait peut-être un peu des doutes sur son adaptation, pas forcément, mais en tout cas, il a prouvé qu'il n'y avait pas de problème pour lui. Il s'est très bien prêté au jeu, il est en forme, et je pense que ça va aussi être forcément un point positif en plus pour le 7 de France. Je sais pas si on dit ça comme ça. Ouais. Et tant pis pour le 15. Malheureusement, faut savoir délaisser ses priorités de temps en temps. Bon allez, je termine. Je vous laisse le choix. Biathlon ou cyclisme? Cyclisme, on a beaucoup parlé de biathlon. Ouais, Cyclisme. Allez. Cyclisme. Ce samedi se tenait la belle course de la Strade Bianche et un homme a écrasé la concurrence, c'est le Slovène Tadej Pogačar. Le deuxième du dernier Tour de France a survolé la course et marque l'histoire des courses classiques World Tour. En effet, il remporte la course italienne avec 2 minutes et 46 secondes d'avance sur le second Tom Skujins. Un record sur une telle course depuis 15 ans. De son côté, Julien Alaphilippe a dû abandonner à 85 km de l'arrivée après une grosse chute, une période difficile pour le coureur français dans l'équipe Soudal Quick-Step. Le mythique Paris-Nice a également débuté ce week-end après 3 courses dont le contre-la-montre par équipe d'aujourd'hui remporté par la team UAE disputée à Auxerre. C'est le coureur Groupama FDJ Laurence Pitty, l'Australien, qui occupe la tête du classement général après sa 3e et sa 2e place sur les 2 premières courses. Et ouais, c'est vrai, c'est le début à fond là de cette saison cycliste. Ouais. On va pouvoir suivre ça commence avec pas mal et notamment les courses régionales et bientôt on est déjà à un mois de ce Paris-Roubaix qui approche à grands pas. Merci beaucoup déjà Maxime pour ce gros condensé résultat. Ouais, le biathlon, on a eu déjà pas mal d'histoires à raconter sur les championnats du monde. On suivra un peu plus tard pour ce qui est de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que chez les filles, on va un peu commencer à calculer, à compter les points là-dessus. Écoutez, de tous ces résultats, j'en tire aussi, on parle de ce début de saison cycliste, mais aussi du début et du retour de la Formule 1. Et c'est un son que j'aime bien passer à chaque début de saison de Formule 1 dans le CSC comme tous les ans. Et ça fera peut-être plaisir à Hugo Chira qui est avec moi depuis le début s'il entend ça. Mais tout simplement, on va vous laisser un instant sur le thème de la Formule 1, signé Brian Tyler, qui est toujours très kiffant à ne pas mettre en voiture quand vous êtes sur l'autoroute parce que vous allez vite à 180. J'en ai payé les frais. On se retrouve juste après dans le CSC.
De retour dans le Campus Sport Club et j'aime bien parce que cette musique permet une belle petite fin bien dense, bien fat. Donc de retour sur Radio Campus Lille 106,6 FM, vous écoutez bien le Campus Sport Club. Je suis toujours bien entouré de Maxime, Étienne, Mathis et Marius. On a eu les résultats, les traditionnels résultats. On va passer dorénavant aux news avec la première ce soir d'Étienne. Ça va pas trop stressé? Un petit peu, ça va. Un petit peu. Et c'est les autres qui te mettent la pression, j'espère. Pas moi. Hein. Non, ça va. De toute façon, t'as pas le droit de m'accuser. Sinon, je te mute. Allez, petit jingle et on t'écoute. Vous n'avez pas suivi toute l'actualité sportive de la semaine? Aucun problème. Voici les news du Campus Sport Club. Et donc on commence ces news par du football. L'international français Paul Pogba, qui avait été testé positif à la testostérone, le 11 septembre 2023 a été sanctionné de 4 ans d'interdiction de fouler les terrains par l'organisation nationale antidopage italienne. Le joueur assure avoir ingéré involontairement la substance et a réagi sur ses réseaux. Je suis triste, choqué et j'ai le cœur brisé, car tout ce que j'ai construit dans ma carrière de joueur professionnel m'a été enlevé. Il a aussi annoncé qu'il fera appel devant le tribunal arbitral du sport. Cette suspension est un énième caillou dans le crampon du footballeur de 30 ans. Ces 2 dernières années, d'une part, il avait été victime d'un braquage organisé d'une somme de 13 millions d'euros, et d'autre part, il avait été accusé notamment d'avoir eu recours à un marabout. Pour couronner le tout, il enchaîne les blessures, ce qui lui prive de sa place dans la Coupe du Monde 2022. Soutenu néanmoins émotionnellement sur les réseaux sociaux par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps et son entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri. Donc il y a peu de chances que l'on revoie la pioche refouler une pelouse de terrain. J'enchaîne ensuite, on continue avec une nouvelle affaire de dopage, qui se termine mieux cette fois. Pour l'ex numéro 1 mondial, Simona Halep, la joueuse de tennis roumaine avait d'abord reçu la même peine que Pogba, en étant suspendue 4 ans par le tribunal indépendant de la Fédération internationale de tennis. À l'origine, Simona Halep avait été contrôlée positive au Ruxadusta lors de l'US Open. Le Ruxadusta est une substance qui favorise la fabrication de globules rouges, engendrant une meilleure oxygénation. Mais elle a vu sa peine réduite à 9 mois par le tribunal arbitral du sport. La juridiction a jugé que la substance venait d'un supplément contaminé. Absente du circuit professionnel depuis plus de 16 mois, la Roumaine de 32 ans, 2 fois victorieuse en Grand Chelem, d'abord à Roland-Garros en 2018 et ensuite à Wimbledon en 2019, peut donc faire son retour dès qu'elle le souhaite. Elle a en effet déjà purgé les 9 mois prononcés par le TAS. Est-ce que vous voyez, vous, un de ces sportifs rebondir plus qu'un autre, même si pour Paul Pogba, pour ce qui est du football, a priori, ça paraît d'autant plus compliqué? Bah, ça paraît compliqué du point de vue du football, c'est clair. Après, des affaires de dopage dans le tennis, on a vu plusieurs, et c'est pas la première fois que les peines sont réduites. Enfin, quand on parle de tennis féminin et qu'on parle de dopage, on pense tout de suite à Maria Sharapova. Ouais. Enfin, personnellement, c'est ce qui me vient la première fois en tête. Enfin, elle a purgé sa peine et dès qu'on a pu la revoir sur des terrains de tennis, bah les tournois ont tout fait pour l'avoir en fait. Ils ont tout fait pour lui donner des wildcards, pour lui donner de la visibilité en fait. Donc ça m'étonnerait clairement pas que Simona Halep ait le même traitement médiatique et le même traitement par les tournois. Aujourd'hui, elle a pas de classement WTA. Ça m'étonnerait pas que dès la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on voit son nom sur des tableaux de tournois WTA. Toi, Marius, tu penses que Paul Pogba peut avoir une wildcard dans 4 ans par un club? Non, malheureusement, je pense que c'est bien plus compliqué. C'est quand même une icône quand on pense à Pogba en 2016, même au-delà du football. C'était un monstre en matière de communication, mais là, du coup, toute son image est du coup ternie par cette affaire. Et ça va être très compliqué pour lui de redorer son image et même de tout simplement, je pense qu'il peut trouver un club, mais qui lui fera confiance. Enfin, même après avec des affaires comme celle de Benjamin Mendy, il a réussi à trouver un club par exemple à Lorient, mais revenir à son niveau, je pense que ce sera impensable. Ouais, il y a même l'image. Hein. Là, c'est vraiment l'image qui est entachée aussi. Et puis il va avoir 31 ans là dans 10 jours, le 15 mars, c'est-à-dire qu'il sort à 35. Il restera plus beaucoup de temps non plus. Les clubs intéressés seront aussi peut-être moins importants. Ça joue 4 ans entre 31 et 35 ans. On perd aussi en qualité forcément physique. Donc c'est aussi un critère, je pense, qui va pas aller à l'encontre de Paul Pogba. Qui va aller à l'encontre de Paul Pogba. On verra, on suivra avec Étienne si les clubs saoudiens dans 4 ans flambent encore misent encore sur des joueurs de sa renommée, en tout cas de son nom. C'est possible. Je continue, avec toujours une affaire de tricherie, mais l'horizon s'éclaircit aussi de ce côté. Clarisse Kremer était soupçonnée d'être guidée par son mari à distance lors du Vendée Globe 2020-2021,
L'accusation se fondait sur des captures d'écran de conversations WhatsApp entre Creamer et son mari pendant la course, envoyées anonymement à plusieurs médias et à la Fédération française de voile. Ces captures d'écran comportaient notamment certaines cartes météo ayant poussé les organisateurs du Vendée Globe à constituer un jury spécialement pour déterminer si la sportive avait bénéficié ou non d'un routage. Le jury, spécialement constitué par la Fédération française de voile, s'est dit entièrement convaincu qu'il n'y avait aucune mauvaise conduite. La navigatrice se dit soulagée sur les réseaux sociaux. C'est un grand soulagement, avec Tanguy, donc son mari. On n'a pas vraiment douté de nous, mais c'était vraiment un cauchemar ces dernières semaines, a réagi donc la navigatrice auprès de l'AFP. Donc les 2 candidats pourraient normalement participer au prochain Vendée Globe en novembre au Sables d'Olonne. Ensuite, on passe à la Formule 1 avec une nouvelle affaire. Christian Horner, patron historique de l'équipe Red Bull en Formule 1, a été accusé cette fois de comportement inapproprié à l'égard d'une employée. Une enquête interne a blanchi le dirigeant britannique, mais l'affaire n'est visiblement pas terminée. En effet, cette affaire révélée par le quotidien néerlandais Die Telegraaf a été relancée pour la nouvelle saison de F1 qui a commencé ce week-end avec le Grand Prix de Bahreïn. Les directeurs d'écurie, donc Toto Wolff de Mercedes et Zak Brown de McLaren, déplorent un manque de transparence de la part de Red Bull. En effet, l'enquête a été classée en interne par un avocat, cette fois externe à l'écurie. Joe Verstappen, qui a relancé l'affaire, le père de Max, s'est en effet confié au Daily Mail en citant, je cite, « L'attention va demeurer dans l'équipe tant qu'il reste en place. L'écurie est en danger de dislocation, ne pas continuer comme ça, ça va exploser. » Donc je voulais vous poser cette question sur cette affaire. Est-ce que vous pensez que pour Red Bull, il faut changer de directeur sportif? Oui, honnêtement, c'est quand même un climat plus supportable, et puis les accusations qui lui sont attribuées n'ont pas lieu d'être un directeur sportif. Tu veux pas rester en poste, merci. A priori. T'as trouvé les mots. Ce que je voulais exprimer, c'est que voilà, quand on est directeur sportif d'une écurie, on se doit d'être clean, et là c'est pas le cas. Donc ouais, pour moi, faut le virer de cette écurie et passer à autre chose, et qu'il soit jugé en temps voulu, et que le sport ne soit pas impacté, alors que ça concerne l'homme, et il peut être tout simplement écarté et laisser la Formule 1 continuer ses droits. Pour remettre un peu aussi dans le contexte, Christian Horner, qui est là depuis bien une vingtaine d'années, il est là depuis le début du siècle avec Red Bull, et qui a suivi donc toute son ascension avec les titres de champion du monde de Sébastien Vettel et maintenant de Max Verstappen, mais qui est du coup l'homme en poste depuis le plus longtemps, juste devant Toto Wolff. Et tu le rappelais aussi dans tes news, forcément Toto Wolff qui était un des patrons qui s'indignait, mais il faut dire qu'on connaît aussi les relations entre les deux depuis toutes ces années, depuis une dizaine d'années, depuis que Toto Wolff est à la tête de Mercedes. Et est-ce que pour vous surtout, est-ce que si l'affaire se poursuit ou on va dire s'aggrave, est-ce que ça peut entacher les résultats sportifs, ou vous pensez que Verstappen et Perez dans leur monoplace vont continuer à filer droit comme ça l'a été les saisons passées? Ce sera un choc, c'est sûr. Après, très honnêtement, t'as pas bousculé non plus non, l'ordre établi. La voiture est au-dessus, les coureurs sont au-dessus, enfin Max est au-dessus de tout le monde. Ça fait qu'un Grand Prix pour cette saison, mais ouais, mais très honnêtement, je vois pas qui pourrait gagner les 23 mis à part lui. Il peut clairement faire une saison complète cette année. Voilà, ce serait une première dans l'histoire, mais il y a personne qui a son niveau, et même la voiture, il y a des années-lumière de ce que peut faire Ferrari ou de ce que peut faire même Mercedes, et on l'a vu dès le premier Grand Prix. Ouais, surtout d'Alpine, c'est critique Alpine, mais non, c'est que le premier. Ouais, mais compliqué pour une première. On est optimiste, on a dit. On est optimiste. Un peu moins. Non, on peut pas être optimiste. Mais ouais, non, très honnêtement, je pense pas que ça va, enfin, ça fera un choc, c'est sûr, mais ce sera pas une énorme bombe, un énorme truc, je pense pas. Ok, bon, en tout cas, ça fait déjà beaucoup d'affaires pour Étienne ce soir. Pour c'est vrai que mes news sont remplies d'affaires. Et je vais enchaîner cette fois avec 2 news autour des Jeux Olympiques. Avec la première, le dessinateur Ugo Gattoni a été choisi pour imaginer les affiches des Jeux de Paris. S'il y a bien une pour les Jeux Olympiques et une pour les Paralympiques, les 2 affiches créées ensemble, colorées, sont côte à côte. Jamais une affiche des Jeux n'a été aussi détaillée, aussi fournie, en créant un univers aussi large. Dans celle-ci, on y retrouve des lieux de compétition, des références à toutes les disciplines du jeu. On peut y voir par exemple le Stade de France, imbriqué dans la Tour Eiffel, les ponts parisiens, les immeubles haussmanniens, le Trocadéro ou encore l'Arc de Triomphe. Sauf que cette affiche ne fait pas l'unanimité. En effet, plusieurs politiciens, notamment de droite et d'extrême droite, ont critiqué l'affiche, non pas artistiquement mais politiquement, car sur l'affiche ne figure ni drapeau français ni croix sur le dôme des Invalides.
Par exemple, Nicolas Dupont-Aignan souligne sur Twitter, aujourd'hui X, le grand effacement de la France, ou encore la France se déshonore en reniant son histoire et sa culture. Moi, cela ne m'a pas sauté aux yeux la première fois que j'ai vu l'affiche, mais il est vrai que sur l'affiche, il n'y a aucun drapeau français, peut-être dû à la direction artistique de l'artiste. On voit bien que cette représentation n'est pas exhaustive ni fidèle à la réalité. Par exemple, la Tour Eiffel est rose et le métro passe sous l'Arc de Triomphe. Donc on sait bien que ces Jeux Olympiques, ils ont une portée symbolique et culturelle mondiale pour la France. Et je voulais savoir si vous compreniez ces remarques politiques. Ouais, c'est bon. Ouais, je comprends. Oui, Marius? Non. Tu dois parler fort dans le micro, Marius. Non, je sais pas trop quoi apporter d'autre, mais là j'ai l'image sous les yeux, elle est très belle. Après. Non, artistiquement, enfin, elle a la gueule. Ouais, elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Elle fait un peu écho à un peu c'est Où est Charlie, un peu des trucs très français. Il y a aussi des jeux de société là où il y a des immenses plans avec plein de micro détails et on voit que c'est vraiment une affiche où l'idée c'est vraiment que chacun y jette un coup d'œil et t'es obligé de vraiment d'y jeter un coup d'œil. Tu peux pas passer à côté et t'arrêter à dire ouais j'ai vu une photo quoi. Non, là t'es vraiment obligé d'aller dans les détails. De là à ce que est-ce que toi ça t'a choqué donc là? Oui, non, voilà, c'est ça m'a pas choqué le fait de ne pas avoir de drapeau français ou de croix sur les invalides. Faut être très très tatillon. Après, je pense que c'est une version finale de. Ouais. Donc, non, je sais même pas quoi. C'est trop tard. Je comprends pas forcément les accusations en tout cas sur Hugo Gattoni. Moi, comme l'a souligné Étienne, la Tour Eiffel, certes, elle est rose, mais on reconnaît la Tour Eiffel et c'est peut-être aussi à ça qu'on reconnaît la France avant même la croix sur les invalides. Est-ce qu'on a besoin de drapeau pour signaler que les Jeux Olympiques de Paris et que... Il y a écrit Paris, il y a pas le drapeau de la France, il y a écrit Paris 2024, il y a la Tour Eiffel en gros. Il y a le logo. Bon, voilà, moi je l'ai très bien compris. Et aussi, je sais que ça a fait un peu parler, c'est la mer, parce que Paris, il y a pas la mer. Oui. Alors, ça renvoie aux épreuves de surf, je suppose, mais que oui, la présence autant de l'eau autour de l'affiche a un petit peu fait... Ou alors ça fait référence au cru. Mais à la Seine. Ouais, c'est un peu maladroit. Mais oui, après on voit que l'idée c'est d'une représentativité de Paris sans être Paris. Il y a pas, on n'est pas dans le détail, sinon on aurait aussi les rats et problèmes avec les éboueurs. Mais bon, ça c'est voilà quoi. Donc on continue sur les Jeux et avec une nouvelle décision qui fait débat. Au Jaja, il y a pas moyen. Peut-on lire sur les réseaux sociaux depuis que l'Express a révélé que sur la demande d'Emmanuel Macron, Aya Nakamura pourrait interpréter une chanson d'Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture. La chanteuse est très populaire à l'étranger comme l'était Edith Piaf à son époque, sauf que la critique autour des textes d'Aya Nakamura masque peut-être subtilement ce qui gêne vraiment celles et ceux qui voient sa nomination d'un mauvais œil. De plus, quand on regarde la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, avec Jean-Luc Jardin vêtu d'un Marcel, un béret et un pain sous le bras, on peut dire que montrer une pluralité culturelle de la France n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Une petite dernière sur les casques, peut-être? Oui. Sur des casques. Donc, la petite dernière pour les casques. Donc, le Danois Jonas Vingegaard et sa formation Visma ont dévoilé lors de la première étape de l'édition 2024 du Tirreno Adriatico un nouveau casque au look futuriste. Cette innovation est censée offrir un gain de temps significatif lors des contre-la-montre. Avec une très longue visière, on se serait presque cru dans Star Wars. Mais du côté de la formation néerlandaise, c'est très sérieux. L'objectif est d'améliorer l'aérodynamisme en facilitant la pénétration de l'air. Le casque est également adapté aux performances du coureur en fonction de sa vitesse moyenne. Il a été conçu notamment sur les données des coureurs réalisées dans une soufflerie. Donc je voulais voir, je sais pas si vous avez vu l'image du casque un petit peu. Ouais, ça fait un peu ceux qui ont vu Tron. Je sais pas si vous voyez ce que c'est Tron. Non, eh ben je vous inviterai à regarder. Alors je pense que déjà de toute façon je parle aux jeunes comme aux vieux puisqu'il y a le vieux Tron qui en fait de base est un film tiré d'une histoire dans un jeu vidéo où un mec est plongé dans un jeu vidéo et c'est un truc de moto très futuriste et des casques sont un peu à l'effigie de ce qu'a fait Jumbo-Visma. Je vous inviterai à aller voir dans ça, mais c'est vrai que ça. Ouais, c'est spécial. Ça tape. Hein. C'est spécial. Ouais. Bah comme t'as dit Star Wars, on s'y croit un peu. Les clones. C'est bientôt le retour. Non, mais ouais, franchement, c'est osé. Après, c'est un choix. Peut-être que ça marche très bien. Hein. C'est l'avenir qui nous le dira. Enfin, ça marche très bien. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais ouais, c'est surprenant, en tout cas, de voir ce genre d'image. Je sais pas si on a eu de données sur le poids ou la taille du truc. Ah, parce que justement, moi, la première question que je me suis posée, c'est que c'est peut-être un peu lourd. Bon, alors, je me doute bien que c'était pensé, et tu l'as dit, Étienne, pour justement que ça soit hyper optimal pour le coureur, mais
ça fait enfin comme c'est plus grand, ça peut-être ça a rajouté du poids. En tout cas, c'est la première pensée que j'ai eue. Ouais, je pense que c'est tellement léger et fin et pensé pour que. Moi, j'ai vraiment l'image de comme c'est très long derrière la nuque. Je pensais que tu sais, ça tire un peu. C'est le poids qui est concentré au loin là comme ça. Mais bon, comme ils sont courbés, vraiment, ils sont pliés ils sont tellement assis sur leur vélo quand ça va à toute vitesse que on comprend que à mon avis c'est ce qui a été cherché par des grands professionnels en tout cas des casques de vélo. Et ça nous a pondu donc cette merveille qu'on pourra réutiliser dans un prochain film de Luc Besson. Oui, mais c'est conforme aux normes du cyclisme. Et j'ai vu dans l'étude, c'est censé gagner 1 seconde tous les 10 km à peu près. Waouh, ouais. Okay. Donc normalement c'est. Il faut faire vraiment des contre-la-montre longs, pardon. Ouais. Parce que sinon le rendement est pas ultra optimal non plus. Mais bon, merci en tout cas Étienne pour ces news. Voilà, c'est une bonne chose de faite. La première est passée, comme on dit. On avance, il est 23h39 dans le CSC. On va quand même prendre quelques minutes, messieurs, pour le petit moment débat du soir. Je vous avais fait parler plusieurs sujets et on va s'orienter vers des cages, vers des rings, vers du combat. Ici, ça voulait parler fight. Il y en a qui veulent se bastonner, puisque cette semaine, on a 3 combats assez fous qui sont proposés dans alors pas 3 disciplines, puisqu'il y a 2 de MMA et un match de boxe, mais dans 3 organisations même différentes, avec jeudi un match entre Baki, Baïtsangour, Shamsudinov et Cédric Doumbé pour ce qui est du PFL Paris. Là, on parle de MMA. Vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, il y aura un match de boxe entre Francis Ngannou et Anthony Joshua en Arabie Saoudite. Et dans la nuit de samedi à dimanche, même dimanche très tôt ou tard, c'est vous qui voyez, vers 4h du matin, le duel lors de l'UFC 299 à Miami entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. La petite question, c'est déjà, est-ce que ces 3 combats, déjà au vu des candidats, au vu des affiches, au vu de cette concentration-là en 3 jours, est-ce que vous voyez une semaine historique en vue de par ces affrontements? Je sais pas si ça déjà ça a un petit peu plus clan boxe, plus clan MMA. MMA, ouais. Plus MMA, je pense. Bah en fait, le truc c'est que MMA, sur les 4 combattants, il y en a 3 qui sont français. Donc forcément, nous, je pense qu'on est peut-être plus proche de ça. Après, la bête qui est Ngannou, on a connu Ngannou dans le MMA avant la boxe, mais donc forcément, ça va ramener du monde. Mais très honnêtement, les 3 combats sont tellement différents. Le Baki Doumbé de jeudi soir, c'est le combat du divertissement. Il se clash depuis 2 mois dessus, c'est un truc de fou. Le Doumbé qui a acheté une ambulance, bref, c'est n'importe quoi. Le Joshua Ngannou, c'est un peu le combat entre deux monstres, mais dans 2 sports différents, parce que Ngannou était dans le MMA et Joshua a tellement prouvé dans la boxe que voilà, ça va être un combat de fou. Et Benoît Saint-Denis, c'est peut-être le combat de l'espoir pour nous les Français. C'est un Dustin Poirier qui est historique déjà, légendaire en MMA, mais voilà. Après, ouais, les 3 combats, très honnêtement, d'un point de vue français, ça peut être une semaine historique pour ces sports-là, notamment le combat le jeudi soir. Quand on voit qu'ils remplissent l'Accor Arena en 20 minutes, c'est un truc de fou. Et l'UFC, Benoît Saint-Denis, s'il gagne, il rentre dans le top 10. S'il gagne, il devient un prétendant au titre. Si un Français devient un champion de l'UFC dans une catégorie, Gann l'avait été, mais par intérim. Mais si ça se fait, c'est exceptionnel. Ouais, on rappelle, pour ce qui est du match de boxe, on a même presque du 50% MMA quand même. Alors ça sera quand même un match de boxe en 10 rounds. Là, les règles n'ont pas changé, mais on a en face un Francis Ngannou qui a surtout explosé par l'UFC, par le MMA, champion du monde poids lourd, avant de se délester, de partir de l'organisation, tout simplement avec les dissensions, et qui avait laissé son titre vacant. Donc ça a été même un champion du monde invaincu quelque sorte, puisqu'il a même pas eu l'occasion de perdre. Il a quand même un match de boxe à son actif, c'était rappelez-vous en octobre dernier face à Tyson Fury justement. Ding qu'on avec la petite polémique aussi autour de ce résultat-là qu'il avait perdu, mais Dieu sait qu'il avait envoyé le multiple champion du monde poids lourd au tapis, et là il a en face de lui un double champion du monde aussi. Déjà même de ce point de vue-là, est-ce que si Ngannou gagne, est-ce que le MMA gagne aussi derrière pour vous? Je pense que c'est quand même 2 sports différents. C'est quand même rien qu'en termes de l'effort, c'est entre 10 rounds, 5 rounds ou 3 rounds, il y a une grande différence, une débauche d'énergie qui est pas la même. Donc ce sera Ngannou qui gagnera à la boxe anglaise pour la première fois s'il parvient à faire tomber Anthony Joshua. Pour la MMA, on
pourra dire que la MMA aurait gagné si Dustin Poirier, enfin que le MMA français aurait gagné si Dustin Poirier perd face à Benin Saint-Denis. Moi, pour revenir sur la question en elle-même du débat, cette semaine est historique avant tout en termes de médiatisation qu'on a eu en amont du combat, que ce soit sur le YouTube de Doumbé, RMC Sport, enfin tout ce que propose RMC Sport autour du combat de Dustin Poirier. On a vraiment de quoi manger entre guillemets pour tous les internautes, et ça permet de vraiment inciter les gens à s'intéresser au sport et à s'intéresser à tout le travail qu'il y a en amont d'un combat. Et ça permet aussi de fédérer les gens autour d'une seule personne, comme Doumbé, qui arrive à remplir à lui seul, entre guillemets, l'Accor Arena ou le Bercy avant. Donc pour moi, elle est déjà historique, même avant le début de ces combats. Ouais, plus que des combats et des affiches, c'est vraiment 3 histoires, 3 scénarios, et c'est peut-être ça aussi le sport, en tout cas, raconte des histoires, et là, les 3 histoires donnent envie. Pour ce qui est de Doumbé, revenir quand même un petit peu, ce sera le premier de ces 3 combats-là, ce sera jeudi soir, ce sera à Paris surtout, ce sera en sol français, entre 2 Français invaincus en MMA, qui ont même pas du tout le même âge, 31 ans pour Doumbé, 22 ans pour Baki. Donc là aussi, on peut voir peut-être un petit duel générationnel, un petit choc générationnel en tout cas, et puis l'un des deux risque de ne plus avoir sa série d'invincibilité en jeu ce soir-là, et surtout Doumbé qui on le savait, un showman, nous avait bien vendu son dernier combat à Paris contre Jordan Zebo, qu'il avait finalement plié en 9 secondes. Il s'était ramené avec un matelas pour la petite anecdote, pour ceux qui suivent pas trop les sports de combat, et il l'a vraiment endormi au bout de 9 secondes devant Mbappé et plusieurs grandes stars. Là, il nous a encore fait une grosse promo avec une ambulance. Il a réservé une chambre. Ouais, il a passé une formation d'aide-soignant, voilà. Tout est prêt pour l'après-combat. Il a intérêt à gagner, hein, parce que sinon la crédibilité, là, on prend un coup. Justement, en fait, c'est même juste au-delà du résultat, t'es déjà satisfait voilà. Là, tu vois, l'histoire, elle est juste de tout ce qui est autour du combat, en fait, est déjà légendaire, est déjà incroyable. Ouais. Juste ça, raconter les 5 derniers mois, expliquer aux gens, dire, tu te souviens de ce combat-là? Ouais, je sais plus trop ce qui s'est passé, t'inquiète. Juste, je vais te parler de tout ce qui s'est passé avant, avec une histoire d'ambulance, une chambre, des mecs qui se trash talk. Ils se donnent rendez-vous, ils se donnent pas rendez-vous. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. C'est fou. Pour ce qui est du coup, ça sera le deuxième match, ça sera vendredi entre Francis Ngannou et Anthony Joshua. Ngannou, donc c'est un combat, lui, c'est un combat exhibition. Ce match-là, forcément, aucun de ces concurrents-là ne joue pour un titre. Par contre, Anthony Joshua, qui a été un peu dans le dur il y a quelques années avec ses défaites et ses tentatives pour le championnat qui n'ont pas été convaincantes, finalement, qui est revenu avec 3 combats gagnés l'an passé. Anthony Joshua qui disait je crois que je peux le mettre KO. Pour info, Francis Ngannou en MMA, en tout cas à l'UFC, c'était 17 victoires pour 3 défaites. Il n'a jamais été mis KO, puisqu'il a toujours été battu par décision unanime des juges. Là-dessus, est-ce que vous pensez que ça va devoir se finir sur un KO entre ces deux Goliaths? Personnellement, je pense que s'il y a un KO, ce sera dans l'autre sens. Parce que je vois pas Ngannou plié. Je vois pas Ngannou tomber KO. Je vois mal aussi. Après, je vois très mal un KO. Je pense que ça va se décider quand même à la décision à la fin. Surtout ce qu'il a prouvé contre Tyson Fury. On voit quand même Fury au tapis. Et donc t'arrives à quand même une certaine confiance malgré la défaite face à Fury. Et rappelons quand même que Anthony Joshua a perdu ses titres mondiaux, et même s'il est sur 3 victoires, il est pas sur une... C'est pas des grandes victoires, hein. Pour rappeler aussi, c'est des petites, moyennes victoires. C'est vraiment pour aussi retrouver la confiance et puis faire des matchs qui étaient un peu sans enjeu, mais qui étaient pour lui aussi peut-être une manière de se remettre sur pied. Des adversaires un peu moins forts que ceux qui l'avaient battu juste avant. Ces 3 défaites sont intervenues sur ces 8 derniers matchs. Donc si on nommait les 3 dernières victoires de l'an dernier contre des plus petits adversaires, il était quand même juste avant sur 3 défaites en 5 matchs. Pas contre n'importe qui, hein, contre des bêtes de la discipline, mais bon, forcément pour lui, au niveau mental et dans la boxe surtout, ça fait mal une fois qu'on voit les défaites au compteur. Et pour le 3e match, pour clore tout ça, il y a un peu avancé quand même pour Mathis et Marius, qui a un peu de temps pour leur chronique. Benoît Saint-Denis, donc contre Dustin Poirier à l'UFC 299 à Miami dans la nuit de samedi à dimanche. Pour rappel, Dustin Poirier, c'est un Américain qui a aussi un pas si mauvais bilan en tout cas en MMA, mais qui est surtout
numéro 3 mondial, est connu pour avoir battu 2 fois de suite Conor McGregor, qui dans sa catégorie était un peu vendu comme le roi incontesté. En tout cas, Dustin Poirier a pris une sacrée hype depuis et est considéré comme une légende, comme tu le disais, Maxime, déjà. Et en face, Benoît Saint-Denis, qui est 13 victoires, 1 défaite, qui est 12e mondial et donc qui, lui, veut surtout gagner pour grimper dans ce classement et viser la ceinture et le titre d'Islam Makhachev. Saint-Denis sur 5 victoires de suite, c'est là aussi, est-ce que c'est lui qui a l'ascendant ou est-ce qu'il y a quand même l'expérience en face qui va payer? Bah surtout que tu dis, enfin son bilan c'est 13 victoires, 1 défaite, sachant que la défaite est à remettre entre guillemets parce que le mec contre qui il a perdu, il était chargé comme un camion, il était dopé comme je sais pas quoi, donc voilà. Mais après voilà, lui son objectif à Benoît Saint-Denis c'est de grimper et d'aller le plus haut possible, d'aller après taper un Gaethje pour après aller taper un Makhachev. Mais ouais, très sincèrement, la hype est là parce que c'est Poirier en face. C'est pour ma part, c'est le plus gros combat qu'un Français puisse livrer. C'est plus gros que le Gane Jones pour moi qu'il y a eu il y a Je pensais que quelques années. c'est le plus gros des 3. Peut-être que c'est le plus gros des 3. C'est le plus gros aussi. des 3. C'est le plus gros des 3 pour moi. Ça dépend ce qu'il va nous livrer aussi. Ce Mais combat. pour l'UFC, enfin pour le MMA français à l'UFC, c'est le plus gros combat de l'histoire pour un Français. C'est plus haut pour moi que le Gane Jones de l'année dernière. Et Gane Ganou. Gane Ngannou aussi, oui, mais Peut-être. oui. Ouais. Oui. Ça mais se joue peut-être. Faut voir oui. aussi ce que va nous servir Benoît Saint-Denis. God of War, c'est ça, God of War. Mais s'il l'envoie au tapis au premier round, ce serait historique. Mais j'y crois pas. Mais voilà, je ne pense pas qu'il va nous faire une Doumbé contre Zebo, notre ami Benoît Saint-Denis. Allez, petite musique avant de conclure avec les dernières chroniques. On est sur du combat, sur la boxe. Moi, je rebondis sur l'univers cinématographique de la boxe avec Rocky et surtout Creed. Ce sont des films qui mettent bien aussi là-dedans avec Last Brief de Future. On se retrouve dans quelques instants pour la fin du CSC. De retour dans le Campus Sport Club, on abrège malheureusement Future, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de là où il est aux États-Unis. On poursuit dans ce Campus Sport Club, 22e numéro de cette saison 3, une émission, je vous rappelle, qui sera disponible sur campuslille.com ainsi que sur YouTube, Spotify, Deezer très prochainement. On avance avec tout de suite un portrait. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de portrait dans le CSC et c'est Mathis qui s'y colle avec le portrait d'un poloiste français. Découvrez le portrait de Thomas Vernou, nouvelle pépite du water-polo français, coup de cœur de la rédac du Campus Sport Club. Un coup de cœur qui nous a bien aidé récemment avec une qualification en demi-finale des championnats du monde, c'est pas rien quand même. Effectivement, je vais en parler. Thomas Vernou, ce nom ne vous dit pour le moment peut-être pas grand-chose, et pourtant il est en train de s'affirmer comme l'étoile montante du water-polo français. Alors pour information, il a débuté ce sport en équipe junior au Cercle des nageurs de Marseille à l'âge de 7 ans seulement. Ce jeune homme de bientôt 22 ans, puisqu'il est né le 21 mars 2002 à Marseille, est encore à l'heure actuelle joueur du Cercle des nageurs de Marseille, avec lequel il a d'ailleurs été sacré champion de France en 2021 et en 2022. Il a également une très belle histoire avec l'équipe de France, malgré son très jeune âge, car il dispute en 2017 avec l'équipe de France des moins de 17 ans la Coupe de la Confédération méditerranéenne de natation, ainsi que le championnat d'Europe, toujours dans cette catégorie. La même année, à 15 ans, il connaît sa première apparition en équipe de France A. Après cela, il dispute notamment les Jeux méditerranéens de 2018, la super finale de la Ligue mondiale masculine de water-polo 2022, le championnat d'Europe la même année, et bien évidemment, comme tu l'as dit Adrien, les récents championnats du monde de 2024. Car si vous ne les avez pas suivis en février dernier, pour la première fois de son histoire, l'équipe de France de water-polo s'est qualifiée pour les demi-finales des mondiaux. Mieux même, elle a battu la Hongrie en quart de finale, championne du monde en titre, et vous vous en doutez bien, la victoire a surtout tenu à un homme, Thomas Vernou. À 2 minutes de la fin du match, il inscrit son 5e but de la soirée et donne la victoire à son équipe qui s'imposera sur le score de 11-10. À 21 ans, Thomas Vernou est donc leader de l'équipe de France de water-polo du haut de sa 60aine de sélections. C'est un peu notre Mbappé, notre Wembanyama du water-polo français, explique le capitaine de l'équipe de France, Hugo Croustilla à RMC Sport. La comparaison revient souvent. C'est de la même veine, ajoute le sélectionneur de l'équipe Florian Bruzzo. Il déteste cette comparaison, mais c'est de la même veine, ça lui glisse dessus, ce n'est pas une histoire d'âge. Lui, il veut tout le temps être là, il veut marquer, il veut être impactant pour l'équipe, et vraiment pas de manière individuelle. Ce sport ne lui est pas tombé de nulle part, puisqu'en effet, il faut savoir que chez les Vernou, le water-polo est une affaire de famille. L'oncle de Thomas, Yann Vernou, est l'ancien capitaine des Bleus. Sa cousine Emma Vernou et son cousin Romain Marion Vernou évoluent respectivement en équipe de France féminine et masculine. Mais en dehors des bassins, Thomas Vernou reste également un jeune homme très studieux. Il suit un cursus aménagé en école d'ingénieur à Polytechnique Marseille.
Rien que ça, il joue du piano et fait de l'astronomie. Doué dans tout ce qu'il entreprend donc, vous l'aurez compris, et très rapide à la nage également. Pour l'anecdote, il y a 3 ans, il s'est amusé à nager un 50 mètres nage libre avec un entraîneur de natation. 22 secondes 90, un temps sans vraiment le travailler qui lui permettrait quasiment d'entrer en finale des championnats de France de natation, à l'époque, à tout juste 18 ans. Mais alors, quels sont ses axes de progression devant son si grand potentiel? À France 3 Provence-Alpes, le Marseillais confiait: j'ai toujours envie d'être le meilleur joueur du monde, avoir le plus gros impact que je peux dans les matchs. Je suis encore très loin, il y a beaucoup de travail. Avec, en ligne de mire bien évidemment, les Jeux de Paris, qui approchent à grands pas. Le seul et unique titre olympique du water-polo date de 1924. Une autre époque, soit, même si le rêve de titre fait forcément figure dans la tête de Thomas Vernoux, 100 ans après. 100 ans après, on en rêve peut-être de cette médaille, parmi les 50 médailles et plus qu'on espère aux Jeux Olympiques de Paris. Merci Mathis pour le portrait. On switch tout de suite, il reste quelques minutes pour Marius avec petit jingle et les immanquables du CSC pour finir en beauté. Cette semaine sur le Campus Sport Club, voici ce qu'il ne faut pas manquer. Alors laissez place aux immanquables. On a commencé avec du foot, on poursuit avec du foot, je crois, Marius. C'est ça. On va enchaîner sur cette semaine de folie avec le Real Madrid qui recevra Leipzig demain après une courte défaite 1-0. Leipzig essaiera de réaliser l'exploit au Bernabeu. C'est demain à 21h sur RMC Sport. Pour ce qui est de l'autre 8e de finale retour, les Sky Blues, eux, seront plus tranquilles après la réception de Copenhague, car les hommes de Pep Guardiola ont infligé un douloureux 3 à l'extérieur, ce qui fait qu'une remontada sera difficile à mettre en place pour les Danois. Même heure, même date pour City Copenhague, mais à suivre cette fois-ci sur beIN Sport. Je vais pas trop rentrer dans les détails du week-end de MMA, même si on sait qu'il y a du coup un jeudi noir qui commence à partir de 17h avec 12 combats avant le main event du coup de Baïsangour Shamsudinov alias Baki face à Cédric The Benz Doumbé. Pour ce qui est de la boxe, on a aussi Anthony Joshua face à Francis Ngannou. Ça se déroule du coup dans la nuit du vendredi à samedi à Riyad en Arabie Saoudite à la Kingdom Arena aux alentours de minuit 10. Et je voulais faire une petite dédicace à mon ami Gaëtan avec le fameux ding ding ding, mais j'aurais du mal à la placer du coup. C'était pour aussi le combat de Benoît Saint-Denis face à Dustin Poirier, donc ce combat-là qui sera le co-main event de l'UFC 299. Et pour ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, va falloir veiller très très tard ou bien se réveiller très tôt, car ce sera du coup à suivre en direct sur RMC Sport 2 à partir de 23h30. Et le combat de du coup Saint-Denis face à Poirier ne devrait débuter qu'aux alentours de 4h du matin, du coup le dimanche 11 mars. Ce dimanche 11 mars, on aura aussi un Pays de Galles France en rugby à 15, et ça c'est à 16h sur France 2. Un 15 de France qui sera sans Antoine Dupont bien évidemment, et qui devra renouer avec la victoire après un nul face à l'Italie. Toujours ce dimanche, on a aussi un gros choc déterminant pour le titre en première ligue entre le premier et le deuxième, 63 points face à 62, les Reds face aux Sky Blues, et peut-être le dernier Klopp face à Guardiola, c'est le Liverpool face à City à Anfield à 16h45 ce dimanche. Et on va finir avec la Coupe du Monde de biathlon, avec la poursuite femmes et hommes à partir de 17h. Samedi, il me semble, à partir de 18h, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et puis, je pense qu'on est sur une semaine d'immanquables. Donc voilà, c'était tout, les immanquables du CSC. Merci Marius pour cette fin toujours un peu précipitée. Merci Maxime pour les résultats, Étienne pour ta première et Mathis pour le portrait du soir. Le CSC revient la semaine prochaine. D'ici là, on vous dit portez-vous bien. Bye bye tout le monde.